que dans le monde de l'agroalimentaire, je trouve qu'il y a vraiment deux façons de penser, il y a deux courants. Il y a le côté vraiment industriel où là, on veut vraiment faire des profits, on veut faire de l'argent. Donc souvent, on fait des compromis où on oublie un peu peut-être les valeurs plus traditionnelles ou les valeurs plus... on oublie des fois même un petit peu le produit, selon moi. Puis il y a un autre côté, il y a tout le monde qui est plus artisanal, plus fait à la main, que je trouve que vous représentez très bien ici autour de la table. Selon vous, est-ce que le côté artisanal, là, on en entend de plus en plus parler, l'économie de proximité, le fait aussi qu'on veut réduire notre empreinte écologique, donc on achète local, on mange local. Est-ce que vous pensez que cette tendance-là va un jour être tellement forte que la tangente artisanale va prendre une grosse part du marché, puis on va oublier un petit peu le côté industriel, ou vous pensez que le côté industriel est vraiment trop fort, est vraiment puissant et déjà tellement bien implanté que le côté artisanal va rester vraiment marginal, va rester une niche. Les gens qui sont intéressés par ça vont adopter ça, mais que ça va rester vraiment plus marginal. Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une question. On avait déjà soulevé un peu ce point-là. On l'a soulevé. Je ne sais pas comment te la répondre, mais de façon académique, je dirais que c'est plus agréable, c'est meilleur pour l'humain, meilleur pour la santé, meilleur socialement, ce qu'on fait ce soir. Mais la vérité, c'est que de plus en plus, l'alimentation dans nos sociétés est industrielle et standardisée. On sert de méthodes de production qui sont vraiment des méthodes d'usine. Et même avec les bêtes, moi je suis éleveur, et même avec les bêtes, on standardise les bêtes, on standardise la génétique. Le rendement est très important. Le rendement est mesuré, écoutez, à l'infini. Et du côté économique, c'est maintenant l'emprise de grosses opérations. On parle des élevages de milliers de bêtes et tout ça. Il y a des abattoirs qui font des milliers de bêtes par jour. Tout ça, et ça, je voudrais croire que ça ne pourra pas durer, que ça ne peut pas être soutenu, parce qu'évidemment, on connaît tous, sans prêcher trop, ça a des effets évidents. Oui. Sur l'environnement, je crois sur la santé humaine, et aussi, je pense que sur le plaisir, un des éléments de la vie, à part respirer, c'est manger. Et manger en groupe, comme on fait là, c'est l'élément de la nourriture, à la fois de la santé. On mange des ingrédients, mais on consomme aussi, je pense, des rapports humains quand on mange bien, quand on mange avec des produits qu'on connaît. Je voudrais croire qu'on va réussir. On lutte, on mène la bonne lutte, et on fait le grand combat, mais est-ce qu'on va triompher? Est-ce que ça va être une large partie de la population qui va vouloir manger comme ça dans le futur? Je ne le sais pas, j'espère, mais j'y travaille, mais si tu me demandais qu'est-ce qui va être le résultat de ma gageure, je dirais que je ne sais pas. Okay. Parce que c'est très, très fort. Il y a une machine, ceux d'entre nous qui sommes producteurs ici, on a une très grande difficulté à pénétrer. La pression on la sent. C'est comme toi en restauration. Combien est-ce qu'il y a de vrais restaurants qui sont propriétés privées, individuelles, et qui se transmettent de génération en génération? Il y en a de très, très peu. C'est des franchises, c'est de la standardisation. C'est facile de basculer aussi du côté sombre de la chose. Oui. Parce que c'est facilitant. Souvent, je me rappelle quand je suis allée visiter ta ferme, une bête, ça doit atteindre un poids pour être abattue. Fait que c'est facile de soit l'engraisser avec du grain ou même de la bouffer aux stéroïdes pour qu'elle atteigne rapidement son poids, pour avoir rapidement son investissement, avoir le fruit de son investissement. Tandis que d'attendre 3 ans avant qu'un bison soit prêt à l'abattage, tu as 3 ans là, que tu attends après ton revenu. Fait que c'est souvent facile de basculer. Il y a une pression et il faut avoir une conscience, il faut voir le long terme. Puis le long terme, on n'est pas bien de gens dans nos sociétés qui visent le long terme dans quoi que ce soit. Tu me forces à être philosophe un peu, je ne sais pas ce que le maraîcher urbain va dire, mais on a la vertu de notre côté, mais il faut vivre. Alors, c'est de composer avec ça. C'est toujours des questions de choix puis d'équilibre.
le long terme versus le court terme, la responsabilité qu'on a envers ceux qu'on nourrit. Et aussi le plaisir de faire ce qu'on fait aussi. Hein. C'est pas tout le monde qui aspire, qui a du plaisir à ce qu'ils font comme métier et même qui aspire à ça. Nous, c'est comme une condition de vie de dire je vais être heureux à ce que je fais. Je veux que ma famille soit heureuse, je veux que les choses continuent, je veux que chez nous, on s'est donné comme une mission que notre ferme devrait être meilleure qu'elle est là et dans un meilleur état quand on va quitter, si on quitte dans 100 ans. Alors, on a un programme, un plan pour ça. Puis, je ne sais pas si on va triompher. Moi, je vais être l'avocat du diable. Vas-y, on en a besoin. Pour répondre à la question, là, moi, je dis la tendance, puis elle va se développer. Là. C'est vraiment, comme tu dis, l'achat local, elle va se développer. Les producteurs locaux vont se développer. Les petits, là. Puis, parce que, regarde, de plus en plus, les gens sont conscientisés. Quand on parle de fraude alimentaire, l'avenue d'Internet a aussi cet avantage-là, c'est d'informer les gens, puis c'est pas tout démentir. Mais sauf qu'il y a beaucoup de choses qu'on savait déjà, mais que l'information ne circulait pas. Puis là, aujourd'hui, là, les gens, là, écoute bien, là, il y en a là, qui vont acheter ils vont faire le jardin avec des provenances biologiques. Pas d'OGM, pas de ci, pas de ça. Juste un exemple. Puis, en plus, ils vont apprendre à récolter le semence pour l'année d'après. Ça, c'est un exemple. Mais au niveau de l'alimentation, là... les gens sont de plus en plus informés, ça, c'est vrai. Très informés, puis plus que tu vas informer, plus que tu vas en avoir. Juste un exemple. Moi, j'aime ça de voir... Tu sais, là, le bison accompagné des haricots mongo, bien qu'en fait, tout le monde me dit « Ah, mais ton nom est bien bon! » Mais regarde, c'est parce que c'est des vrais produits, tandis que ceux que vous achetez au magasin, là, puis je le disais pas avant, là, mais c'est poussé au gaz. Il y a des techniques, là, vraiment, là, regardez, là. Puis là, ben, c'est sûr que c'est pas le même prix au magasin, là. Puis c'est pas la même facilité de produire comme les gens... Mais les gens préfèrent, là, les miennes. Puis la même chose avec... tant mieux, tu sais. Mais... Ça, là, il va en avoir de plus en plus. Tantôt, là, on va faire... Nous autres, on est nord-américains, mais tantôt, là, il va y avoir un principe plus européen, où c'est que le monde va faire le tour. Les gros centres d'achat, les marchés publics, les marchés comme Provigo ou IGA, les grosses chaînes alimentaires, là, sont appelés à... Tu sais, là, à obéir à cette demande du marché-là. Parce que les gens, là, ce qu'ils veulent de plus en plus, c'est de la qualité. Parce que là, ils sont tannés là, de se faire avoir. Puis de connaître son producteur aussi, tu sais. Les gens ils aiment ça, savoir que la tomate ou la fève germée ou le bison qu'ils achètent, ils connaissent ce monsieur-là, puis ils sont prêts à ils sont contents que leur argent, oui, elle va peut-être être plus chère, leur tomate, mais elle s'en va dans une famille du Témiscamingue ou, tu sais, quand tu es à Québec, elle s'en va dans une famille de Québec. Fait que les gens, c'est vrai moi, je trouve qu'ils sont conscientisés à acheter local pour encourager l'économie locale. Absolument. Puis faire tourner la roue. Et puis là, ben, il y a un risque. De voir combien de temps ça va prendre, par exemple, à ce que ça... On parlait de lobbyiste, là. Puis là, tantôt, là, ce qui va arriver, c'est que là, il va y avoir de la fraude alimentaire, mais dans le biologique et dans le... Parce qu'ils vont s'introduire. Parce que, bien, pas compliqué, là, au niveau de la certification, puis tout le kit, on parlait des animaux, ils n'ont pas nécessairement assez d'inspecteurs, puis tout le kit. Bien, ça va être la même affaire avec ces produits-là, puis on va... Avec l'étiquette bio et artisanale, mais dans le fond, c'est fait à l'usine Kraft ou c'est fait... Fait que ces deux côtés-là aussi. Fait que... C'est mon point de vue. Alors, tu es un bon avocat du diable. En fait, moi, j'espère que tu as totalement raison. C'est ça. Moi, j'espère que tu as raison. Moi aussi, je vis et j'agis comme si on allait gagner la lutte. Exactement. Et comme s'il allait avoir cette transformation-là. Mais nous, les premiers, il faut dire que ça n'a pas encore plafonné. Le Costco, le Walmart, écoute, là, il faut voir autour de nous ce qui arrive. Et c'est ça. À quel moment, je pense que ce qui est en train de se passer, il y a une partie, il y a le plaisir de l'aliment, il y a le plaisir de la présentation, et il y a le convivial. Mais il y a l'autre élément qui semble être très fort avec un vieillissement de population, qui est la question de santé.
Et là, les gens sont beaucoup plus à l'écoute de leur corps. Ils veulent être en santé et vivre vieux et bien vivre. Et là, l'alimentation, c'est incontournable. Si tu manges mal et si tu manges trafiqué, si tu manges des choses qui ont été transformées là, à outrance, chimiques, et ainsi de suite, là, tu l'écoutes ta vie et tu t'en as les conséquences. Alors, je pense que ça nous amène dans le local et le produit dont on connaît le producteur et dont on connaît les méthodes. Mais on part de loin aussi. Hein, oui, mais pour ajouter, je dirais, je pense que les personnes qui sont rendues à l'âge de faire attention à leur santé. Oui, merci. Mais je me considère dans cette gang-là aussi. On regarde moins le prix. C'est ça, oui. Parce qu'il y a l'élément prix, faut pas se le cacher. Quand on arrive en production artisanale, en tout cas, moi, en production artisanale, j'arrive pas avec les prix des gros, là, avec les prix de Saputo, avec les prix d'Agropeux qui rajoutent toutes sortes de cossins pour améliorer le rendement. Donc, quand le petit Québec est en spécial dans l'épicerie, je vends pas mal moins de mes affaires, là. C'est clair. Au niveau qualité, je pense que ça se compare pas. Mais je le sais que la personne qui l'a acheté à 2,99, là, peut-être qu'elle n'a pas les moyens d'acheter le mien. Ou elle n'a pas suffisamment, elle veut pas suffisamment de la qualité pour acheter. Ou pas informée assez aussi, peut-être. Peut-être, mais moi, je pense que j'ai déjà entendu une citation d'une directrice d'Aliments Québec qui disait « Les Québécois, on est socialistes de cœur, mais capitalistes de portefeuille en chien. » Fait que quand on choisit, l'élément prix est encore là, puis... Malheureusement, la mondialisation là, nous aide pas, mais pas du tout. Parce que, regarde, un petit exemple, là, juste au niveau de la vente en ligne, qui est quand même des outils qui peuvent être intéressants pour tous. Pour à peu près tout le monde, là, puis pour toutes. Mais quand on fait, juste au niveau du transport, de la poste, nous autres, ça nous coûte au moins, genre, dans les 16 pour envoyer un petit colis à Val-d'Or. Et puis, les Chinois nous en envoient un cossin d'une pièce et 69, puis gratos, mais ils utilisent notre sacré service Radio-Canada. C'est déloyal. C'est là, ça, c'est bon. Parce que, tu sais, c'est comme... mais c'est pas évident, là. Non, mais c'est pas évident, C'est une question assez ardue, mais vous avez bien répondu à ma question. Je vous remercie. Ma prochaine question, pour alimenter la discussion, va s'adresser à Hélène du Fromage Village et à Chocolaterie Martine. Donc, dans une entreprise, je vais faire comme 3 catégories. Tu peux être très petit. Exemple, tu fais ta petite binerie, là, tu fais tes produits transformés, tu vends à ton kiosque, tu vends directement en magasin. Sinon, moyen, là, tu commences, tu distribues un peu partout au Témiscamingue, en Abitibi. Et un peu plus gros, là, on se promène au Québec. Et vraiment plus gros, on vend un peu partout. On va y aller avec ces catégories. Selon vous, c'est quoi les avantages de chacun, les désavantages, mais surtout, vous, votre format d'entreprise que vous avez choisi, pourquoi ce format-là? Puis, tu sais, je pense à toi, Hélène, là, vous allez grossir la production. Puis, Lynn aussi, tu sais, vous avez commencé plus petit, puis là, tu sais, vos produits sont partout, sont distribués partout au Québec. Partout, c'est gros comme mot. Parce que, tu sais, on les retrouve, tu sais, si mais je c'est pense, tout un monde, la distribution c'est de... Quand on dit partout on peut les dans le monde. On peut les retrouver, exemple, à Montréal. Oui. Je peux aller m'acheter une barre de chocolat Martine. Je peux m'acheter un cru du clocher quand je vais en ville. Tu sais, je vous considérais comme moyen dans, tu sais, vous distribuez un peu plus que juste au Témiscamingue. Effectivement. Donc, tu sais, ce format-là, c'est quoi vos avantages? Qu'est-ce qui vous a fait aussi passer un peu plus gros comme vous, là, vous allez faire un petit peu plus, un plus gros volume aussi. La folie, Hélène, peut-être? Oui, la folie. Mais en fait, pour la première, je veux dire,
En tout cas, dans mon cas, ça n'a même pas été un choix OK. au départ, le fait de distribuer plus loin. Parce qu'on s'appelle Fromage au village au départ, on faisait juste du fromage en grains qu'on vendait ici localement. Bon, ça, c'est l'option de départ. Si j'avais bien gagné ma vie comme ça, je ne me serais pas cassé le sillon à grandir. Mais là, mettez-vous dans la tête que tous les équipements quand on transforme en alimentaire, c'est du stainless, c'est... un gros montant. oui, puis on en a parlé, je ne sais pas si ça va être gardé, mais les normes sont les mêmes. Moi, j'ai les mêmes normes que n'importe quelle des usines d'Agropeux, de Saputo ou de Permalat. Donc, si je veux être capable de rester dans Dans le game? non, À mais jour? même pas juste à jour, d'avoir mon permis d'usine de fromagerie, je dois respecter ces normes-là. Et ces normes-là ont des coûts. Donc, pour arriver à... Donc, c'est ça. Donc, le premier, c'était même pas un choix. C'était vraiment... je serais plus là si j'avais Parce que décidé... le fait de passer de petit à un peu plus gros, souvent, le prix est tellement exorbitant que tu n'as pas le choix de faire la coche un peu plus haut. En fait, j'avais tellement des gros paiements Que t'as que pas ce le que choix. je produisais ne suffisait pas à rembourser ce que j'avais d'emprunter. Là. Tu sais, on n'est pas tant de monde que ça au Témis. Là, dans Non, le fromage c'est ça. en grains en janvier, là, une tempête Il y a un finie, temps là, mort. t'as rien vendu. Là, tu sais. Puis tu recommences le lendemain, t'as pas c'est ça le marché, C'est du frais, ouais. c'est du frais, il faut que tu relèves le lendemain. Bon. Donc, ça, c'est une partie de la réponse. Moi, je considère que j'avais, tu sais, c'était comme ou j'oublie ça ou je continue. Maintenant, après, bon, ben là, ça, c'est vraiment plus des choix. De dire, ah oui, mais à un moment donné, tu dis, bon, ben là, ouais, je le veux, je veux ça. C'est des donc, défis aussi. c'est des défis. Donc, Des je beaux veux, défis. je veux avoir du fromage un peu partout au Québec. Pas partout, mais un peu partout au Québec. Et franchement, ça, moi, ça m'a énormément motivée dans ma vie d'entrepreneur de dire, hey, Colin, je vais embarquer dans... Je peux embarquer dans ce réseau de distribution-là puis avoir du fromage en... Oui, GA de Gaspé, au Provigo de... Non, ça me motivait énormément. Puis je pense que c'est bien important aussi comme entrepreneur de savoir ce qui nous motive. Donc, voilà. Mais... Ben, moi, je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients, comme dans tout, hein. Mais moi, je trouve qu'un bel avantage d'avoir une production un peu plus élevée, ça devient un inconvénient aussi parfois, mais c'est la ressource humaine, je trouve. Parce que parfois, quand tu es toute seule, ou tu es juste 2 ou 3 employés, ben tu deviens comme un peu... comment je pourrais dire ça? C'est un mot que j'aime pas utiliser, mais un peu irremplaçable. Il faut que tu sois là quasiment 24 heures sur 24, puis... Hein? Annie, je pourrais te laisser mon droit de parole. Non, mais tu sais, ça... Non, mais ça devient un peu ça aussi. Ouais. C'est comme... puis en même temps, d'amener une plus grosse diversité dans ta production, ben ça amène que oui, il faut que tu engages des personnes. Donc, par le fait même, parfois c'est un désavantage parce que là, tu augmentes ta masse salariale, tu augmentes aussi... ça suit, mais en même temps, ça amène des belles ressources. Ça. Puis travailler avec des gens, ben on a la passion des agrotransformateurs, mais on a aussi la passion des gens aussi par le fait même, hein, le public puis tout ça. Fait que tu sais, je trouve que pour moi, ça c'est un bel avantage de quand que j'ai acheté les chocolats Martine, on était 4. Nommer les jobs, je les faisais toutes là, tu sais, à la limite. Alors que maintenant, ben ça permet de développer de nouveaux produits, de prendre des vacances. Tu sais, ça aussi, déléguer des choses. Fait que, tu sais, ça amène... Par rapport aux ressources humaines. Je dis pas que c'est juste un avantage, Non, par c'est ça, exemple. parce que Ouais. faut que tu trouves ces personnes-là de confiance. Parce que si ces personnes-là, si tu les trouves pas, ben là, tu as augmenté ta production. Puis là, tu peux plus fournir. Mais, ouais, puis c'est l'œuf, la poule, là, Ouais, c'est c'est tout ça. Mais, ouais, ça, c'est sûr. Mais en même temps, quand tu veux l'augmenter, il faut que tu sois prête. Ouais. Donc, puis ça s'augmente quand même. Ben, dans mon monde, ça s'augmente graduellement aussi, puis de façon
réfléchi aussi, là, parce que, tu sais, des fois, on dit qu'on vend un peu partout dans le monde, là, mais, tu sais, on vend pas non plus 300 000 tonnes de chocolat, là, par exemple. Fait que, tu sais, à quelque part, il y a moyen de produire. Puis, ben avec le temps, je pense qu'on produit plus efficacement aussi, puis plus intelligemment aussi. Moi, j'allais dire que un des avantages de grossir, c'est d'offrir des produits différents. Oui, ça aussi, ça Et- permet ça, je pense. Bon, et là, par exemple, tu arrives avec la fondue, c'est pas la même affaire que les chocolats de Pâques, c'est pas le même timing, c'est pas le même marché. Tu deviens un peu moins fragile à au marché Diversifie du... ton marché. Ben, à la tempête du mois de janvier, que tu n'as rien vendu au Témis, tu sais, parce que en même temps, ben, tu as vendu des spécialités à ton distributeur, tu sais, ou tu l'as vendu, tu en as fait, tu sais. Tu peux te diversifier un petit peu, donc tu deviens... Ben, tu sais, quand tu as un produit qui Vedette, représente 90 de tes ventes, ben Quand il plante. quand il ça fait plante, mal. ça fait mal, mais là, tu en as un peu plus. Puis, fait que, tu sais, moi, je vois ça comme un avantage, et ça... De grossir, mais en se diversifiant. En se tu sais. diversifiant, T'as c'est pas ça. juste grossi, puis on va juste faire plus de fromage en grains. On grossit pour pouvoir offrir une belle... Oui, mais Variété. une belle variété, mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a un petit peu, Mais des deux. ceci dit, je pense aussi qu'il n'y a pas juste... c'est pas avantageux pour tout le monde de grossir non plus. Ouais. À la limite, ça veut pas dire qu'on est agro. Ben, quel que soit le métier, on n'est pas obligé de devenir une multinationale, là. Ouais, Moi, ben, je au me dé- suis comme breaké un peu là, dans ton processus. ma folie. Ouais. Tu vois, une belle folie. Ouais. Non, mais tu sais, puis je me dis que ben pas obligé d'engager 45 personnes là, demain matin. Là. Puis ça va bien, ça roule bien. Ça, c'est Puis facile, ceci dit, c'est pas que je travaille moins fort ou quoi que ce soit, mais dans le sens qu'il y a moyen aussi de doser là, tout ça. Mais tu sais, dans mon cas, oui, OK, oui, j'ai grossi, mais ça fait quand même 20 ans. Là. Ben oui, Fait que c'est c'est ça. quand même pas des on triple à chaque année, là, loin de là. Là, tu sais. Fait que c'est quand même une croissance qui s'est échelonnée sur 20 ans. Puis chez toi, là... 21. 20... Ben, tu sais, au départ, tu sais, là, on parle d'entreprises qui sont quand même établies dans vos cas. Mais dans l'agro-transformation, on a des plus petites où le premier défi, c'est de se donner un coup de vie. Oui, Ouais. exactement. Tu sais, c'est, Oui, au départ, oui. c'est bien ça. dit. Fait que, Oui, tu sais, tu veux essayer de continuer à en vivre. Fait que, puis là, souvent, il y a une étape où on veut essayer de grossir. Puis là, c'est vrai que des fois, il faut faire un gros step, il faut Oui, engager. oui, oui, Il faut oui. plus que doubler, il faut tripler. Les steps, Puis- il est souvent de petit Il- à moyen. Non, il est vraiment plus parce que ça prend d'autres ressources, ça Oui, prend d'autres équipements. d'autres équipements, puis tout ça. D'autres Fait argent. que, oui, c'est Faut ça. faire croire en Faut ton faire l'argent, produit, mais- hein, pas juste toi. Non, c'est ça. Tu sais, Fait c'est que, c'est quelque chose, ça. mais tu sais, au départ, dans les petites entreprises, on est tous petits, mais il y en a des plus grosses un peu là-dedans. Mais c'est le défi, le premier, c'est de se donner un coup de vie pour être capable de dire qu'on va être capable de continuer à rêver et à essayer de faire Puis à des vivre. projets. Oui, c'est ça. Là. Fait que des fois, on travaille à l'extérieur, puis on peut quand même continuer. Il y a ce modèle-là aussi. Mais tu sais, il y a différents modèles, là, plus petits, puis tu transformes tout. Tu produis puis tu transformes tout. Ou tu essayes de produire, tu vends à d'autres. Mais en même temps, vous autres, vous avez des produits, tu sais, le lait, c'est ça, là, à tous les jours, il faut t'en faire, tu sais. Moi, la fraise, c'est 3 semaines, 1 mois. Ouais. Fait que, tu sais, moi, mon défi, c'est de rallonger ma saison de revenus. Ouais. Sinon, elle se concentre tout en juillet, là, tu sais. Fait que là, c'est de développer pour essayer d'aller chercher quelque chose d'autre. C'est soit d'autres produits, d'autres choses qui s'ajoutent. Mais au départ, c'est le défi de coup de vie. C'est parce qu'on veut habiter un territoire, mais il faut en vivre et tout. Là. Fait que, puis après ça, quand on a ces moyens-là, là, on peut rêver à essayer de la faire grossir, atteindre d'autres marchés, puis la diversifier pour essayer d'aller Là, plus ben, loin. t'as ta fille qui s'en vient avec toi. Ouais, fait que, aussi, tu veux ouais, donner c'est- quelque chose de solide. Oui, c'est ça, c'est ça. Eh ouais. Ouais, on s'aperçoit qu'il y a plus de bouche à nourrir Oui. pour que ça marche. Fait que on lui bâtit une petite étable là, avec un petit restaurant. C'est une petite. Oui, une petite cuisine. Là,
Je vous remercie beaucoup de votre générosité. Merci, Répondre à toutes mes Merci. questions. Merci. Ma prochaine question est vraiment particulièrement dirigée vers toi, Jonathan, par rapport à Vert-Forêt. Je me demandais par rapport aux cueillettes, étant donné que vous n'avez pas vraiment de terres qui vous appartiennent, c'est pas votre lot sur lequel vous cultivez vos légumes, vos produits. Comment ça fonctionne? Je sais qu'on en a beaucoup parlé là, avec les PFNL, le partage des territoires, et surtout que cette expertise-là est souvent avec les Autochtones. C'est eux qui connaissent bien la forêt, tout ça. Je veux savoir comment ça fonctionne, le partage des terres, comment est-ce que vous pouvez cueillir où vous voulez, comment ça fonctionne, et aussi, est-ce que vous avez justement un partenariat avec les Autochtones, les Premières Nations? Comment ça fonctionne, tout ça? Là, j'avais beaucoup de questionnements par rapport à ça. Bien, la cueillette, elle se fait majoritairement en terre publique. OK. Donc là, c'est permis de cueillir. Puis, il y a des ententes qui se font avec les propriétaires privés. Si on cible, moi je fais beaucoup de repérage là, avec la cartographie, dépendamment des espèces de champignons ou de PFNL recherchés, ben je regarde les cartes. S'il y a un endroit que ça donne que c'est un privé, ben je vais approcher le propriétaire puis lui demander si je peux faire le tour de son terrain puis essayer de faire une entente avec le propriétaire. Puis c'est un volet d'ailleurs que je veux développer avec Vert-Forêt, là, les propriétaires. Souvent les gens sont curieux de savoir qu'est-ce qu'ils ont chez eux. Puis moi, ben ça va me faire plaisir. Puis en même temps, ça peut joindre l'utile à l'agréable. Si je trouve une belle talle sur un terrain, ben je peux faire une entente avec le propriétaire. Puis il y en a qui me l'offrent aussi spontanément. Ils savent que je suis à la recherche de produits forestiers, puis ils ont un lot forestier qui dit ben, viens faire un tour, viens te promener. Puis je me promène souvent aussi en VTT. Je prends mon abonnement, puis je vais me promener. Puis c'est ça, c'est de faire une entente. S'il y a besoin d'avoir une entente, si c'est un terrain privé. Sinon, en terre publique, il n'y a pas de problème. Puis au Témiscamingue, avec le territoire étendu qu'on a, on a beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là que en périphérie urbaine, là, ou même en Europe, où les champignons, là, c'est beaucoup développé, puis ça fait des siècles que c'est dans la culture de manger des champignons sauvages. Ben, le côté urbain a vraiment pris beaucoup d'ampleur, puis il y a une réglementation qui a suivi aussi. Fait qu'il y a des associations aussi, là, Association de la commercialisation des PFNL qui tentent de faire le lien entre les différents producteurs de PFNL pour s'entendre sur une façon de faire, comment bien... Dans le respect ouais, c'est ça, bien développer la filière dans le respect de la nature, puis pas n'importe comment, puis c'est quand même un nouveau milieu, c'est émergent, puis... tout est à structurer, tout est à faire. Il faut bien le faire aussi pour... Puis, tu sais, au niveau des Premières Nations, ben il y a des projets qui se font présentement. Là, je sais qu'il y a un projet actuellement avec Témiscamingue First Nation. Je suis curieux d'en savoir davantage. Là. J'ai su que c'était en place. Je suis pas impliqué dans la démarche, mais c'est un beau projet qui m'intéresse. Puis oui, eux-mêmes, les Premières Nations, c'est dans leur culture depuis toujours. Puis il y a un gros projet qui se développe présentement à Notre-Dame-du-Nord, là, d'un village algonquin. Là, puis je pense que de mettre en valeur les PFNL, ça peut être une très belle chose dans ce nouvel attrait touristique-là. Puis c'est ça, je vise aussi à développer beaucoup le mycotourisme. Fait qu'avec Opémican qui s'en vient, là, je pense que ça peut être une belle chose pour les touristes là, ou n'importe qui a un intérêt vers la nature. D'ailleurs, je constate là, la question précédente là, du industriel versus petite entreprise où
Artisanaux, ouais. artisanales, ouais, c'est ça. Je constate un engouement vers un retour vers la nature. Puis le marché des petits producteurs artisanaux va prendre de plus en plus d'ampleur. Puis une meilleure part de marché là, par rapport le rapport de force, il risque de changer là, avec toute cette tendance-là, une meilleure connaissance justement de ce qui est bon pour la santé. Puis, les gens sont intéressés à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent cueillir en forêt aussi. Ils veulent s'informer. Ils veulent pas juste acheter le produit, ils veulent pouvoir aller le cueillir. Ouais. Puis, ouais. Donc, c'est ça. Avec au Pémican, j'aimerais ça développer quelque chose du mycotourisme, là, puis des forfaits aussi, d'aller chercher de quoi dans le bois, de le ramener, puis de le cuisiner, puis des forfaits, des forfaits mycotouristiques, là, c'est un volet que je veux vraiment développer. Ouais. Mais je te remercie. Ça répond vraiment à mes questionnements. La prochaine question, ça va toucher beaucoup de gens. Parce que je vais parler de transfert d'entreprise dans la famille, d'entreprise familiale. Par contre, je vais cibler des gens qui ont moins parlé. Je vais m'adresser à Miel Abitemi, puis à l'Éden Rouge aussi. Ça nous concerne. Donc, un transfert vraiment d'entreprise d'un parent à un enfant ou à un neveu ou peu importe. Ça a beaucoup d'avantages, mais j'ai regardé ça tantôt, ça a quand même des inconvénients parce que, tu sais, souvent, le parent va avoir mis beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts dans tout ça, puis arrive le moment où, ben là, tu sais, je pourrais prendre ma retraite, je pourrais vendre. Si tu vends au plus offrant, ben, tu as souvent ta retraite. On voit ça beaucoup dans le monde de l'agriculture. Fait que là, tu vas comme transférer ça à ton enfant. C'est de façon... c'est pas pour faire un coup d'argent, en fait, que quand tu transfères un enfant, c'est pas pour faire un coup d'argent. Il y a le côté aussi, le volet, justement, tu es peut-être prêt à prendre ta retraite, mais ton enfant, tu vas peut-être le suivre 5-10 ans avant de t'en aller, puis tu partiras jamais vraiment totalement parce que ça reste ton enfant. Tandis que quand tu vends à un particulier, ben, tu as ton 2 ans ou ton, tu sais, peu importe dans le contrat ce qui est marqué, tu dois faire la formation, puis après, au revoir, puis c'est ça. Fait que, tu sais, pourquoi faire le choix quand même que ça reste dans la famille? Pourquoi je veux que vous me disiez les avantages que vous trouvez à ça. Puis, tu sais, dans le fond, là, toi, tu as le côté, toi, t'es l'enfant. Oui, relève. Oui, la relève, puis côté parent, en fait. Fait que, selon toi? Ben, côté relève, si on peut dire, là, de la façon dont je vois ça, c'est que c'est un très beau transfert. Tu sais, c'est un transfert qui se fait, comme on le dit, là, mais beaucoup plus en douceur que si on achète de quelqu'un qui passe une saison ou 2 saisons, puis s'ils le font, c'est aussi très bien, là. Mais, tu sais, c'est un beau transfert que de travailler aussi, bon, dans notre cas, c'était avec mon père, mais... on développe des choses, puis c'est toute la transmission de connaissances, de la passion aussi qu'on a vue. Qui est faite déjà quand tu étais jeune. Exactement, toutes les années qu'on a travaillé là, qu'on a développé tout ça. C'est un beau transfert qui se fait. Je trouve que c'est super avantageux pour tout le monde. C'est sûr que c'est très différent. Quelqu'un qui veut prendre sa retraite demain matin, qui dit « bon, ben moi, je vends », c'est sûr que si tu décides de vendre à ton enfant, ça se passera peut-être pas de cette façon-là. Dans le sens que je pense que tu restes impliqué en temps, mais émotionnellement aussi, tu vas rester au courant beaucoup. Je suppose aussi que quelqu'un qui vend à un étranger va quand même avoir à cœur le succès et la pérennité là, de ce qui va se passer avec l'entreprise. Mais bon, je pense que quand ça reste en famille, il y a un autre côté, tu veux que ça continue de... C'est l'entreprise, mais c'est ton enfant. Exactement, aussi, oui. Ça, ouais. Dans notre cas aussi, ce que ça a apporté, la relève, ça a apporté aussi de beaux projets puis de la belle expansion. T'sais. On a aussi apporté notre grain de sel. On n'a pas terminé, mais je veux dire... Il y a beaucoup de choses qu'on a pu faire parce que là, on se retrouvait à être plusieurs. On a pu développer des choses différentes que, bon, mon père, dans sa situation, quand il était pas seul, mais juste quand il était plus tout seul à tout mener ça, il pouvait pas nécessairement se lancer là, de tout bord, tout côté. Donc là, nous, ça a apporté une équipe plus grande. C'était avec ton frère? Avec mon frère, mon beau-frère aussi qui est là, puis mon père, on est comme 4, là, qui développe on est comme le noyau qui développe le reste. Là. Mon frère est là depuis
plus d'années que moi et mon beau-frère. Là. Fait qu'il y a comme 2 niveaux de relève. Mais c'est ça, que ça fait que c'est une belle transition qui se passe. En tout cas, Transition de valeur de aussi. valeur peut-être aussi, plus, oui. Puis ça se fait plus... inné. C'est ça, puis chacun trouve sa place. C'est sûr qu'il y a toujours des ajustements, mais je pense que ça se fait quand même d'une façon naturelle là, de rentrer comme ça. Puis c'est la façon, en tout cas, ça serait très différent de rentrer dans une entreprise qui n'est pas familiale dans notre situation. Là. Je veux dire, ça se passerait pas de la même façon, je suis certaine. Fait que je pense que c'est vraiment un gros plus, puis je pense que ça se fait tout en douceur pour tout le monde, puis c'est la belle façon, là. En tout cas, de notre point de vue. Point de vue de Peut-être que l'autre point de vue est différent. Du point de vue du parent, c'est un peu la même chose, mais je voudrais peut-être faire un peu le parallèle avec si on... Tu sais, de notre point de vue de parent qui peut-être pensait à une retraite, pensait à... Quand on vend à un étranger, si l'entreprise est viable et qu'elle est intéressante à vendre, bien, tu sais, rapidement, au bout d'1 an ou 2, si on fait un transfert de connaissances, bien, on se retrouve avec de l'argent dans nos mains et on a une retraite. Tu sais, ça peut être quelque chose d'assez... assez intéressant et assez libérateur dans le sens que, bon, on a notre argent pour notre retraite parce que la plupart des gens qui travaillent, ils vont avoir accumulé un fonds de pension, des choses comme ça. Par contre, la pérennité de l'entreprise, bien, des fois, elle est peut-être... En tout cas, on ne va pas dire qu'elle est plus assurée quand c'est un enfant, mais quand c'est... Elle est peut-être plus fragilisée quand c'est quelqu'un que tu connais pas ou que tu sais pas ou que... Mais moi, j'irais plus sur le côté, relève familiale, parce que c'est là que je le connais plus. Pour avoir essayé de reprendre la ferme de mon père puis que ça n'a pas fonctionné. Puis là, d'arriver avec une entreprise puis d'être capable d'avoir de la relève, c'est génial. Qu'elle aurait été familiale ou non, c'est génial, mais c'est d'autant plus intéressant quand c'est un enfant. Tantôt, on en parlait à micro fermé. Oui, il y a des choses... Oui, peut-être notre retraite, on va la prendre plus graduellement. Donc, si c'est urgent pour nous de prendre notre retraite, mais quand c'est un transfert familial, mais on le sait que ça ne sera pas rapide. Il faut transférer ça tranquillement. Par contre... la jeunesse amène un vent de fraîcheur, amène des nouvelles idées, amène une nouvelle énergie qui est plus efficace que la nôtre, qui tranquillement commence à péricliter. Mais aussi, ça amène... moi, ce que je trouve fascinant et que je me passerais pas maintenant, c'est... il y a des affinités, des choses qu'on développe ensemble que si tu n'avais pas été mon associé, on n'aurait pas développé. Il y a des côtés, des facettes de toi que je découvre, que j'aurais pas découvert. Et ça, pour moi, c'est irremplaçable. Ça a vraiment un plus-value, peut-être que j'aurai pas monétairement, mais que je vais avoir moralement. C'est bien important. Je pense que c'est la cerise sur le sundae. Il y a aussi un souci en tant que relève de se dire, nous, dans notre comment ça fonctionne, dans notre situation, c'est mon père qui l'a parti. Nous, on le reprend, on le part pas au même niveau dans le sens que lui est parti de rien. Mais c'est ça, mais on n'était pas là quand il a commencé ça, mais je veux dire, on l'a vécu, puis on l'a vu évoluer. Exactement, mais on l'a aussi, on a toujours entendu parler des débuts et tout ça. Fait qu'on est peut-être plus conscient un petit peu de tout le cheminement qu'il y a eu dans l'entreprise versus quelqu'un qui arrive. Mais j'enlève rien à ceux qui arrivent dedans, là, mais c'est quelque chose c'est un bagage qu'on a peut-être de supplémentaire quand c'est une relève comme ça. Puis aussi, comme tu dis, ça permet pas de prendre sa retraite à la fin de l'année quand on a décidé que c'était là la retraite. Mais d'un côté, des fois aussi, ça peut être un avantage. C'est peut-être pas toujours des avantages, mais ça peut être quand même un avantage. Des fois, je suppose, de pouvoir quitter graduellement parce que, je suis pas rendue à ma retraite. Mais des fois, c'est peut-être, ça peut... il y en a qui disent, c'est un choc, se retrouver à la retraite, tout ça, là, ça permet d'y aller graduellement. D'y aller plus graduellement aussi, puis d'ajuster un peu, là, tout ça. Puis c'est vrai que le fait que l'enfant qui prend la relève, connaissance de l'histoire de l'entreprise, autant des bons que des mauvais coups, ça a une plus-value parce que, il sait à quel point tel sujet peut être sensible ou à quel point telle chose est importante pour la survie de l'entreprise. Là, c'est que ça, c'est une plus-value. Je vous remercie. On pourrait discuter de plein de choses, plein d'autres sujets. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on se soit réunis. On est pas mal tous dans le même bateau, mais on est tous différents. On a tous des champs d'activité différents, toutes d'une grosseur différente. On a des expériences différentes aussi. Il y en a des entreprises plus jeunes, d'autres qui ont
ont plusieurs années derrière la cravate. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant de partager ce repas avec vous. Je vous remercie. Puis, N'importe quand. N'importe Merci. quand. N'importe quand. C'était vraiment bon. Oui.